Livre 2e, des lois qui dérivent directement de la nature du gouvernement. Chapitre 1er, de la nature des 3 divers gouvernements. Il y a 3 espèces de gouvernement, le républicain, le monarchique et le despotique. Pour en découvrir la nature, il suffit de l'idée qu'en ont les hommes les moins instruits. Je suppose 3 définitions, ou plutôt 3 faits. L'un, que le gouvernement républicain est celui où le peuple, en corps, ou seulement une partie du peuple, a la souveraine puissance. Le monarchique, celui où un seul gouverne, mais par des lois fixes et établies, au lieu que dans le despotique, un seul, sans loi et sans règles, entraîne tout par sa volonté et par ses caprices. Voilà ce que j'appelle la nature de chaque gouvernement. Il faut voir quelles sont les lois qui suivent directement de cette nature et qui par conséquent sont les premières lois fondamentales. Chapitre 2 du gouvernement républicain et des lois relatives à la démocratie. Lorsque dans la République le peuple en corps, c'est séparé en 2 mots, en corps, corporel. Lorsque le peuple en corps a la souveraine puissance, c'est une démocratie. Lorsque la souveraine puissance est entre les mains d'une partie du peuple, cela s'appelle une aristocratie. Le peuple dans la démocratie est à certains égards le monarque. À certains autres, il est le sujet. Il ne peut être monarque que par ses suffrages qui sont ses volontés. La volonté du souverain est le souverain lui-même. Les lois qui établissent le droit de suffrage sont donc fondamentales dans ce gouvernement. En effet, il est aussi important d'y régler comment, par qui, à qui, sur quoi les suffrages doivent être donnés, qu'il est dans une monarchie de savoir quel est le monarque et de quelle manière il doit gouverner. Libanius dit qu'à Athènes, un étranger qui se mêlait dans l'assemblée du peuple était puni de mort. C'est qu'un tel homme usurpait le droit de souveraineté. Il est essentiel de fixer le nombre des citoyens qui doivent former les assemblées. Sans cela, on pourrait ignorer si le peuple a parlé ou seulement une partie du peuple. À Lacédémone, donc Lacédémone, autrement dit Sparte, il fallait 10 000 citoyens. À Rome, né dans la petitesse pour aller à la grandeur, à Rome faite pour éprouver toutes les vicissitudes de la fortune, à Rome qui avait tantôt presque tous ses citoyens hors de ses murailles, tantôt toute l'Italie et une partie de la terre dans ses murailles, on n'avait point fixé ce nombre. Et ce fut une des grandes causes de sa ruine. Le peuple qui a la souveraine puissance doit faire par lui-même tout ce qu'il peut bien faire. Et ce qu'il ne peut pas bien faire, il faut qu'il le fasse par ses ministres. Ces ministres ne sont point à lui s'il ne les nomme. C'est donc une maxime fondamentale de ce gouvernement que le peuple nomme ses ministres, c'est-à-dire ses magistrats. Le mot magistrat, pour précision, n'avait pas la même signification qu'il n'a aujourd'hui. Les magistrats sont les représentants du peuple, alors qu'aujourd'hui, il s'agit des juges et des procureurs. Il a besoin, comme les monarques, et même plus qu'eux, d'être conduit par un conseil ou sénat. Mais pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il en élise les membres, soit qu'il les choisisse lui-même comme à Athènes, ou par quelques magistrats qu'il a établis pour les élire, comme cela se pratiquait à Rome dans quelques occasions. Le peuple est admirable pour choisir ceux à qui il doit confier quelque partie de son autorité. Il n'a à se déterminer que par des choses qu'il ne peut ignorer et des faits qui tombent sous le sens. Il sait très bien qu'un homme a été souvent à la guerre, qu'il y a eu tel ou tel succès, il est donc très capable d'élire un général. Il sait qu'un juge est assidu, que beaucoup de gens se retirent de son tribunal contents de lui, qu'on ne l'a pas convaincu de corruption, en voilà assez pour qu'il élise un prêteur. Il a été frappé de la magnificence ou des richesses d'un citoyen, cela suffit
pour qu'il puisse choisir un édile. Donc préteur, édile, ce sont des rangs de l'administration tels qu'ils existaient chez les Romains. Toutes ces choses sont des faits dont il s'instruit mieux dans la place publique qu'un monarque dans son palais. Mais saura-t-il conduire une affaire, connaître les lieux, les occasions, les moments, en profiter? Non, il ne le saura pas. Si l'on pouvait douter de la capacité naturelle qu'a le peuple pour discerner le mérite, il n'y aurait qu'à jeter les yeux sur cette suite continuelle de choix étonnants que firent les Athéniens et les Romains, ce qu'on n'attribuera pas, sans doute, au hasard. On sait qu'à Rome, quoique le peuple se fût donné le droit d'élever aux charges les plébéiens, les charges sont les postes officiels, d'élever aux charges les plébéiens, il ne pouvait se résoudre à les élire. Et quoiqu'à Athènes on put, par la loi d'Aristide, tirer les magistrats de toutes les classes, il n'arriva jamais, dit Xénophon, que le bas peuple demandât celle qui pouvait intéresser son salut ou sa gloire. Comme la plupart des citoyens qui ont assez de suffisance pour élire n'en ont pas assez pour être élus, de même le peuple qui a assez de capacité pour se faire rendre compte de la gestion des autres n'est pas propre à gérer par lui-même. Il faut que les affaires aillent et qu'elles aillent un certain mouvement qui ne soit ni trop lent ni trop vite, mais le peuple a toujours trop d'actions, ou trop peu. Quelquefois, avec 100 000 bras, il renverse tout, quelquefois, avec 100 000 pieds, il ne va que comme les insectes. Dans l'État populaire, on divise le peuple en de certaines classes. C'est dans la manière de faire cette division que les grands législateurs se sont signalés. C'est de là qu'ont toujours dépendu la durée de la démocratie et sa prospérité. Servius Tullius suivit dans la composition de ces classes l'esprit de l'aristocratie. Nous voyons dans Tite-Live et dans Denis d'Halicarnasse comment il mit le droit de suffrage entre les mains des principaux citoyens. Il avait divisé le peuple de Rome en 193 centuries, qui formaient 6 classes. Et mettant les riches, mais en plus petit nombre, dans les premières centuries, les moins riches, mais en plus grand nombre, dans les suivantes, il jeta toute la foule des indigents dans la dernière, et chaque centurie n'ayant qu'une voix, c'étaient les moyens et les richesses qui donnaient le suffrage plutôt que les personnes. Solon divisa le peuple d'Athènes en 4 classes. Conduit par l'esprit de la démocratie, il ne les fit pas pour fixer ceux qui devaient élire, mais ceux qui pouvaient être élus. Et laissant à chaque citoyen le droit d'élection, il voulut que dans chacune de ces 4 classes, on pût élire les juges. Mais que ce ne fût que dans les 3 premières, où étaient les citoyens aisés, qu'on put prendre les magistrats. Comme la division de ceux qui ont droit de suffrage est, dans la République, une loi fondamentale, la manière de le donner est une autre loi fondamentale. Le suffrage par le sort, donc par le hasard, est de la nature de la démocratie. Le suffrage par choix est celle de l'aristocratie. Dans cette phrase, on entend aristocratie au sens littéral, c'est-à-dire le gouvernement des meilleurs. Le sort est une façon d'élire qui n'afflige personne. Il laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir sa patrie. Mais comme il est défectueux par lui-même, c'est à le régler et à le corriger que les grands législateurs se sont surpassés. Solon établit à Athènes que l'on nommerait par choix à tous les emplois militaires et que les sénateurs et les juges seraient élus par le sort. Il voulut que l'on donnât par choix les magistratures civiles qui exigeaient une grande dépense et que les autres fussent donnés par le sort. Mais pour corriger le sort, il régla qu'on ne pouvait élire que dans le nombre de ceux qui se présenteraient, que celui qui aurait été élu serait examiné par des juges,
et que chacun pourrait l'accuser d'en être indigne. Cela tenait en même temps du sort et du choix. Quand on avait fini le temps de sa magistrature, il fallait essuyer un autre jugement sur la manière dont on s'était comporté. Les gens sans capacité devaient avoir bien de la répugnance à donner leur nom pour être tirés au sort. La loi qui fixe la manière de donner les billets de suffrage est encore une fois fondamentale dans la démocratie. C'est une grande question si les suffrages doivent être publics ou secrets. Cicéron écrit que les lois qui les rendirent secrets dans les derniers temps de la République romaine furent une des grandes causes de sa chute. Comme ceci se pratique diversement dans différentes républiques, voici, je crois, ce qu'il faut en penser. Sans doute que lorsque le peuple donne ses suffrages, ils doivent être publics. Et ceci doit être regardé comme une loi fondamentale de la démocratie. Il faut que le petit peuple soit éclairé par les principaux et contenu par la gravité de certains personnages. Ainsi, dans la République romaine, en rendant les suffrages secrets, on détruisit tout. Il ne fut plus possible d'éclairer une populace qui se perdait. Mais lorsque dans une aristocratie le corps des nobles donne les suffrages, ou dans une démocratie, le Sénat, comme il n'est là question que de prévenir les brigues, les suffrages ne sauraient être trop secrets. La brigue est dangereuse dans un Sénat. Elle est dangereuse dans un corps de nobles. Elle ne l'est pas dans le peuple, dont la nature est d'agir par passion. Dans les États où il n'a point de part au gouvernement, il s'échauffera pour un acteur, comme il l'aurait fait pour les affaires. Le malheur d'une république, c'est lorsqu'il n'y a plus de brigue. Et cela arrive lorsqu'on a corrompu le peuple à prix d'argent. Il devient de sang-froid, il s'affectionne à l'argent, mais il ne s'affectionne plus aux affaires. Sans souci du gouvernement et de ce qu'on y propose, il attend tranquillement son salaire. C'est encore une loi fondamentale de la démocratie que le peuple seul fasse des lois. Il y a pourtant mille occasions où il est nécessaire que le Sénat puisse statuer. Il est même souvent à propos d'essayer une loi avant de l'établir. La constitution de Rome et celle d'Athènes étaient très sages. Les arrêts du Sénat avaient force de loi pendant 1 an. Ils ne devenaient perpétuels que par la volonté du peuple. On a ici, en pointillé, le mécanisme d'abord des décrets-lois et ensuite des ordonnances, sous la Ve République. Chapitre 3. Des lois relatives à la nature de la démocratie, de l'aristocratie. Nous verrons ce chapitre une prochaine fois.